bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 10e édition d'Epoch Talk. Alors, si vous n'avez pas vu toutes les annonces qu'on a faites, cette dixième édition est une édition assez spéciale parce que du coup, on a invité 4 personnes, 4 intervenants qui vont faire chacun un sujet, à la place que moi et Laurent, on en fasse deux et deux. Et voilà, on a choisi la crème de la crème, que ce soit des anciens de POC, des actuels de POC ou des personnes extérieures. On a choisi vraiment les meilleurs intervenants à qui on a pensé directement. Du coup, avant ça, avant qu'on commence, j'aimerais déjà remercier tous ces intervenants qui ont accepté. Il y en a qu'on a prévenus hier soir à 20h. Et voilà, ils ont tous accepté. Ils viennent gratuitement, etc. Donc pour ça, j'aimerais un tonnerre d'applaudissements avec des soundboards ou dans le chat, s'il vous plaît, pour ces intervenants. Voilà, merci à eux. Et du coup, si tout le monde est prêt, on va pouvoir commencer par le premier intervenant, Emmanuel Batz, CEO de Andy. Je le laisse se présenter un peu avant de faire son article et on va partir. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de participer à ce talk avec vous. Emmanuel Bach, j'ai créé la société Handy il y a 2 ans de ça à peu près. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec Epitech, voilà, sur différents sujets. Et donc c'est avec un grand plaisir aussi que je soutiens votre association POC et vos talks, en participant voilà, sur un petit quart d'heure sur un sujet qui m'a interpellé cette semaine, auquel je crois beaucoup. Eh bien, Et le c'est sujet, parti. Le sujet, si on voit mon écran, tout à fait, eh bien, c'est les Main Palace. Alors, je suis pas sûr que certains d'entre vous en aient entendu parler. Peut-être que certains en ont entendu parler. Levez la main si c'est le cas dans le chat. Il y a eu un buzz mardi, donc il y a 2 jours, et il m'a tapé droit dans l'œil ce buzz, non pas parce que la personne qui en parle est une star de la télé, hein. Alors, je sais, vous êtes peut-être pas de la génération Cinquième élément, mais c'est l'héroïne du film de Luc Besson, du Cinquième élément, qui annonce que voilà, elle s'est mise à l'IA et qu'elle a mis en open source un truc qui s'appelle Mempalace et qui fait de la mémoire pour les LLM. Alors, avant de parler de cette spécificité des LLM et des problèmes de mémoire de l'LM, je vous propose de regarder rapidement, sans les LLM, un petit peu ce que ce sont que ces palaces de mémoire, ces palais de la mémoire. Donc on arrive sur quelque chose d'assez ancien, à peu près 400, 500 avant Jésus-Christ. L'idée, c'est quoi? Il est facilement complexe de mémoriser des choses. Et donc l'humain se demande: «Mais comment est-ce que je peux faire pour améliorer ma mémoire?» Et il y a différentes astuces qui sont trouvées, et notamment l'une des astuces dont on parle, ici, c'est, de dire que, en fait, on connaît déjà, en tant qu'humain, on connaît déjà des lieux géographiques. On connaît, des salles, il y a des lieux qu'on a en tête et on les mémorise très bien. Et donc on peut très bien associer d'autres connaissances qui ont a priori rien à voir avec, ces lieux. Donc ici, dans l'exemple, un palais. Donc on appelle ça plus globalement la méthode de Loki, ou Loci, je sais pas comment ça se prononce. Et donc le palais de la mémoire, c'est un exemple de ces méthodes-là. Je pense que dans le monde des comédiens, en fait, ils utilisent beaucoup ça pour apprendre leurs textes ou pour apprendre les enchaînements de mouvements qu'ils doivent faire. Et donc je ne serais pas surpris que c'est la raison pour laquelle, Mila, en fait, a eu cette idée par rapport à l'intelligence artificielle. Donc l'idée, c'est de dire, bah, en fait, le LLM, on va lui faire utiliser la même méthode. On va lui dire, ben, imagine un palais que tu connais déjà, imagine les allées, les contre-allées, les tableaux, et puis à chaque fois que je te demande de mémoriser quelque chose, tu le places en tant qu'objet supplémentaire dans le palais de mémoire. Alors, je reviens un petit peu, image illustrée par Gemini, 5 minutes avant le début du talk. Donc il faut se représenter un lieu géographique, un palais avec, différentes salles, différentes pièces, différents couloirs, et on va demander au LLM, de stocker les informations qu'il mémorise, non pas dans une base de données, non pas dans un RAG, mais directement dans le palais. Alors il y a quand même des petites astuces. Pourquoi on en arrive là? Eh ben, on va dire qu'il y a à peu près un an. Vous connaissez sûrement tous le prompt engineering. Il y a à peu près un an, en été 2025, sur le fait que le prompt engineering était mort, on n'arrivait pas à faire ce qu'on voulait avec et qu'il fallait passer à du context engineering. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre conversation avec le LLM, il y a le premier message qu'on appelle le system prompt qui décrit, ce que doit faire le LLM, qui donne des instructions.
Et donc l'idée, c'était, en le promptant bien, on lui va faire ce qu'on veut, lui faire faire ce qu'on veut. Et en fait, ça suffit pas. Il faut non seulement le prompter correctement, mais il faut aussi y insérer des bouts de connaissances. Donc le plus connu, c'est le RAG, c'est-à-dire qu'on va d'abord aller chercher des morceaux de mémoire dans un texte, des bouts de texte. Alors grep, ça marche bien, hein. Vous faites, par exemple, vous dites, voici mon prompt système, et puis je rajoute au prompt système des morceaux de code. Par exemple, tous les morceaux de code qui contiennent exactement le nom de fonction que je viens de demander. Comme ça, si vous faites un search sur un nom de fonction, il y a un premier traitement qui identifie que vous êtes en train de faire un search sur un nom de fonction. Ça vient faire un gros grep sur votre code. Ça vient choper les 3 lignes avant, 3 lignes après. Ça vient les coller dans le prompt. Et donc, ce mécanisme-là, on a appelé ça il y a un an le context engineering. Et on sent que du coup, il y a un algorithme pour élaborer ce contexte. Il faut faire du copier-coller, il faut faire du collage. Et les agents que vous utilisez sûrement tous beaucoup aujourd'hui, en fait, sont devenus des mécanismes de pré-collage, en fait. C'est-à-dire que l'agent va décider, est-ce qu'il faut faire un grep, est-ce qu'il faut faire ceci, est-ce qu'il faut faire cela. Et les outils, les fameux tools, ne sont autre chose que l'automatisation, en fait, ou la déclaration des différents outils permettant d'aller ingénierer le contexte. C'est-à-dire, on dit au LLM, toi, tout seul, tu vas pouvoir compléter ton contexte, ton prompt système, en utilisant des outils. Si je simplifie à outrance, c'est ça. Alors, j'ai fait faire à Gemini une petite frise pour redonner un petit peu les grandes étapes. Donc, en 2020-2022, on faisait du prompt engineering. Et on est passé à devoir mettre plus de contenu que ce que le contexte, que ce que le système prompt pouvait contenir. Donc, on a dû découper toute la connaissance à mettre dans le LLM. Donc, on a fait du RAG, on a fait des astuces pour du contexte long, on a fait des bases vectorielles. L'année dernière, on arrive à cette notion de context engineering un peu plus élaborée avec le début des agents, avec tout un tas de méthodes. Et là, tout d'un coup, quelqu'un vient de nous débarquer, venu d'un autre univers, le palais de la mémoire. Et moi, j'y crois parce que j'ai fait quelques tests et je trouve ça redoutablement efficace. Et ça correspond bien aussi à ce qu'on peut faire enfin, pour moi, c'est un bon moyen de mettre en avant les capacités de fine tuning, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux fine tuner ton LLM pour qu'il apprenne par cœur le palais de la mémoire vide et ensuite, il va automatiquement savoir où il doit ranger quoi au fur et à mesure qu'il acquiert des connaissances spécifiques. Et donc, tu vas simplement habiller le palais, en fait, au fur et à mesure des conversations avec ton agent. Donc, pour être bien précis, le palais de la mémoire, ça se renseigne sans réentraînement. Alors, là, j'ai repris quelques articles, donc bien sûr, tous les grands en parlent, hein. Alors, le prompt engineering, context engineering, tout le monde en parle. Palais de la mémoire, c'est tout nouveau, ça date de cette semaine. Aujourd'hui, je pense que certainement, voilà, il y a les 3 grands, plus LangChain qui font beaucoup de context engineering. LangChain est devenu quasiment, avec LangGraph, un système, un nouveau langage de context engineering. Et on arrive donc sur ce fameux repository, Main Palace, de Mila Jovovich, tout simplement. Une actrice, quoi. Elle jouait avec Bruce Willis. Enfin, tu vois, je sais pas, même si vous la connaissez pas, vous connaissez quand même au moins Bruce Willis, j'imagine. Et là, elle décrit le truc. Et pour moi, ça tient la route. Donc elle adapte la même méthode, mais n'empêche, elle prend aussi des trucs très spécifiques au monde informatique. Elle livre ça en open source. Bon, elle a travaillé avec un ami qui est habitué au soft et à la crypto. Et là, elle nous sort un benchmark. Et alors là, c'est une dinguerie. Ils sont à 96% sur un benchmark de mémoire super long. Donc le benchmark, grosso modo, tu dis des trucs au LLM, et puis après, tu demandes s'il les a bien mémorisés. Et d'habitude, c'est une tâche difficile. Et donc, c'est ce tableau-là que je voulais vous mettre en avant, là. Donc, sur leur annonce, ils disent, mettre 20 millions de tokens en mémoire dans la conversation, c'est pas possible, en fait. C'est-à-dire, les LLM qui ont les conversations les plus longues, elles font 1 million de tokens. Donc là, tu peux imaginer que si tu as 20 fois la taille max du contexte du LLM, c'est impossible de mettre ça dans la conversation, ça ne tient pas, quoi. Donc après, il y a des méthodes avec summarisation, donc ce qu'on appelle la compression des connaissances. Donc on demande à un premier LLM de faire un résumé des 20 millions, mais en fait, tu payes assez cher, en fait, le résumé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout ton texte va passer par un LLM pour être compressé en des phrases plus courtes, en essayant de ne pas perdre le sens, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, il y a souvent des erreurs. Et tout d'un coup,
Avec ces mêmes palaces, donc on voit passer d'un coût de 500 $ par mois pour 20 millions de tokens à 70 centimes pour des questions qui ne font pas appel aux mémoires. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu prends un LLM et que tu lui mets 20 millions de tokens dans son prompt système, à chaque fois que tu lui poses une simple question, genre chaque fois que tu dis bonjour, tu vas payer pour les 20 millions de tokens. Donc non seulement ils tiennent pas, mais en plus pour la moindre phrase, tu payes une fortune. Alors qu'avec un même palace, en fait, la première étape, c'est que le LLM, il dit non, mais là, en fait, pour cette question-là, j'ai pas besoin d'utiliser ma mémoire, donc je réponds directement. Et donc, ça te coûte quasiment rien. La surcharge en token, elle est à 170 tokens, c'est quasiment rien. Ça lui dit juste, au fait, tu as accès à un palais de mémoire. Et comme c'est un concept connu, le LLM dit, ah ok, cool. Et puis il avance. Et, il l'utilise pas tant qu'il n'en a pas besoin. Et puis quand tu vas avoir besoin de chercher, en fait, le LLM va chercher à l'intérieur du palais de mémoire de la même façon qu'un agent. C'est la même façon que votre agent va chercher dans votre code source, dans votre projet Git ou dans votre VS Code. Sauf que là, au lieu que ce soit un repository Git, l'agent il va chercher dans une structure qui est le palais de mémoire. Et donc, elle arrive à une conclusion de 10 $ par an, ce qui est vraiment rien du tout en surcharge de tokens. C'est-à-dire que l'agent est très efficace pour trouver les données. Et ils tournent ça sur un benchmark redoutable et ils ont des bons résultats. Donc, comment s'organise un peu le palais de la mémoire? En fait, donc c'est une structure à explorer, hein. Donc, l'agent se promène dans les salles. Donc, il y a une métaphore géographique, hein. Je vais dans l'aile 1, je vais dans l'aile 2. Et donc, j'ai juste besoin de lui dire, l'aile 1, ce sont les personnes, l'aile 2, ce sont les projets. Et puis après, il y a une notion de tiroir et de sous-tiroir qui permet d'aller de plus en plus en détail dans les connaissances, jusqu'à, dans le pire des cas, aller rechercher, je ne sais plus où c'est marqué, c'est peut-être pas dans ce document-là, mais jusqu'au bout, aller rechercher carrément avec un RAG. C'est-à-dire que quand le palais de la mémoire a bien cerné où ça devrait être rangé, s'il y a beaucoup de choses rangées à cet endroit-là, et ben finalement, pour les distinguer, il peut faire un RAG, mais il fait un RAG seulement sur les éléments classifiés. Donc moi, ça me plaît bien comme façon de procéder. Ça correspond vraiment aux pistes que j'ai explorées jusque-là chez mes clients pour mettre en place des systèmes de gestion de connaissances. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, la méthode état de l'art, c'est l'hybride entre des mots-clés et du RAG. C'est-à-dire il faut pas faire tous les documents dans un seul gros RAG vectoriel, indexation vectorielle. Il faut faire une indexation par mot-clé et une indexation vectorielle en même temps. Et ensuite, il faut faire un premier tri par les mots-clés pour enlever un maximum de candidats. Et ensuite, dans ce qui reste, faire une recherche vectorielle. Et là, finalement, ce que fait ce palais de mémoire, c'est grosso modo la même chose, mais avec plein de petites astuces. Par exemple, il y a des passages secrets entre deux ailes différentes dans lesquels il y a le même contexte, le même concept. Donc, il y a des raccourcis. Il y a tout un tas de petites astuces qui sont déjà implémentées, qui me paraissent tout à fait pertinentes. Et j'ai envie de croire qu'effectivement c'est scalable et j'ai envie de croire que leurs résultats sont véridiques, que c'est pas juste un fake. Voilà, donc j'ai pas eu l'occasion encore de le mettre en œuvre pour le tester à l'épreuve du réel, mais je crois ils ont chopé 10 000 étoiles en 2 jours sur GitHub. C'est un projet qui mérite qu'on s'y intéresse quelques secondes. Non, on est passé à 33 000 étoiles. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Je trouve que c'est très malin, très habile. Ça fait partie des choses auxquelles je crois. Et on verra si on entend plus parler de ça dans les semaines qui viennent ou pas, ou si ça disparaît comme c'est venu. Et voilà, c'était mes 15 minutes pour ce premier thème parmi les 4 thèmes de cette session. Eh bah, merci beaucoup Emmanuel déjà pour ton temps. Voilà, j'espère que tout le monde a compris. Et si des gens ont des questions, posez-les maintenant. Vous savez, Emmanuel, c'est quelqu'un qui a pas forcément. Voilà, c'est quelqu'un qui pèse un peu dans le monde de l'informatique, donc vous l'aurez pas forcément là comme ça à pouvoir lui poser des questions. Vous pouvez poser des questions dans le chat, vous pouvez lever la main, on peut venir vous faire parler. Voilà, si vous avez des questions que vous préférez poser à l'oral. Donc vraiment profitez-en. Euh, et puis voilà, merci beaucoup Emmanuel. J'avais pas du tout entendu ça dans l'actualité. Du coup, est-ce que des gens ont des questions? Voilà, pluie d'applaudissements s'il vous plaît dans le chat. Euh, pour Emmanuel, parce que c'est vraiment cool ce qu'il a fait.
Quand je parlais des gens qui sont venus à partir, qui ont accepté hier à 21h, bah, je parlais d'Emmanuel. Donc encore merci infiniment d'avoir accepté. Et puis si personne a des questions, bah, on estime que vous écoutez et que vous avez tout compris. Du coup, on va pouvoir passer à du coup maintenant Lucas Anthony. On va juste, ouais, tout le monde dit merci. Du coup, je pense qu'on va pouvoir passer au sujet d'après. Yes, est-ce qu'on m'entend bien? Ouais, Parfaitement. parfaitement. Parfait. Eh ben, allons-y alors. Déjà, merci beaucoup, Emmanuel. C'était super intéressant. J'ai beaucoup aimé ton talk. Moi, je suis un mauvais élève. J'ai choisi de parler de quelque chose qui n'est pas lié à l'actualité. En vrai, on m'avait donné l'info et tout, mais j'ai mal lu le message. Bref, j'ai choisi un sujet qui n'est pas lié à l'actualité, mais c'est pas grave. J'ai choisi un sujet qui, je pense, va quand même être pertinent pour vous, parce que je sais qu'on a beaucoup d'étudiants ici ou des gens qui sont arrivés sur le marché du travail il n'y a pas très longtemps. Et donc voilà, je voulais vous parler un peu de cette notion de seniorité en engineering. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que je travaille pour une société qui s'appelle Cryptio, que j'ai rejoint quand elle était vraiment au tout début, en pré-seed, et j'étais le CTO jusqu'en série B. Et du coup, j'ai vu un peu ce problème de seniorité sous plein d'angles différents. Il y avait ma propre progression, il y avait celle de mes collègues, il y avait des gens que j'avais besoin de recruter. Et il y a plein de choses que j'ai trouvé assez confusing autour de cette notion de seniorité. Donc voilà, je voulais vous faire un petit retour d'expérience. C'est bien sûr très personnel comme retour d'expérience. Je pense que quelqu'un qui travaille pour une autre société pourrait avoir un avis complètement différent du mien. Mais bon voilà, ça vaut ce que ça vaut. La première question que j'aimerais vous poser, c'est d'après vous, est-ce qu'un dev avec 10 ans d'expérience est senior? Répondez dans votre tête. Je pense qu'instinctivement, la plupart d'entre vous vont répondre oui, c'est normal. Dans la plupart des industries, le temps passé à faire un métier, c'est, on va dire, un proxy raisonnable pour la compétence. On peut raisonnablement s'attendre à ce que un chirurgien qui a 20 ans de pratique soit meilleur qu'un interne qui vient de démarrer. OK. Mais je pense que c'est quand même plus compliqué que ça et qu'il y a voilà, quelques petits trucs à nuancer. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors là, la première confusion, je pense qu'on a un peu tous, c'est confondre ancienneté et seniorité. À mon sens, c'est absolument pas la même chose. Bien sûr, une personne qui est dans une entreprise depuis longtemps, depuis plusieurs années, elle a forcément accumulé du contexte, elle connaît l'historique des décisions, elle sait pourquoi tel ou tel service architecturé comme ça, etc. Elle connaît les gens et tout. Ok, ça c'est précieux, évidemment, mais ce contexte-là, c'est ce que j'appelle de la valeur contextuelle. C'est lié à un environnement spécifique. Et c'est pas du tout la même chose que de la compétence transférable que vous allez en fait amener avec vous quand vous changerez d'entreprise. Et si on prend deux devs, donc prenons un premier dev, il a passé 8 ans dans un grand groupe, c'est toujours le même périmètre, il avait des specs bien cadrés, il avait une CI qui tourne, des process bien rodés, un manager qui fait bien son travail, etc. Donc ça, c'est notre premier dev. Et on a un deuxième dev qui, lui, a fait 3 ans, donc beaucoup moins que notre premier dev qui en a fait 8. Lui, il a fait 3 ans dans une startup early stage, mais il a fait des choix d'architecture vraiment structurants, il a géré des incidents en production, il a dû scaler un système qui n'était pas prévu pour ça, etc. Si on se pose la question lequel des deux est le plus senior, bah, la réponse est absolument pas évidente. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une question de durée, que l'ancienneté en fait n'est pas déterminante, c'est plutôt une question de densité d'expérience. Et ça nous amène au deuxième point, si on peut avancer dans les slides encore une fois, s'il vous plaît. C'est que dans les entreprises, on a des grilles de progression, ou du moins des frameworks de progression qui sont souvent très linéaires. On passe de junior à confirmé, puis à senior, puis à lead, et on monte comme ça les échelons avec le temps. Et de ce que j'ai pu observer moi, la compétence, elle ne suit absolument pas cette courbe linéaire. Elle est absolument pas linéaire. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Certaines personnes n'ont pas 10 ans d'expérience, elles ont 1 an d'expérience qu'elles ont répété 10 fois. » Alors ça sonne un peu brutal comme ça, mais c'est souvent assez vrai. Quand on écrit du code tous les jours, en fait, on ne devient pas naturellement meilleur. Ce qui nous rend meilleur, c'est le fait de se confronter à des problèmes qu'on ne maîtrisait pas avant, lire du code qu'on n'a pas écrit, s'intéresser à des nouvelles technologies, expérimenter avec de l'IA, comprendre pourquoi une décision technique a mal vieilli aussi, c'est très bien. D'une manière générale, en fait, il faut accepter d'être inconfortable. Et j'ai vu beaucoup de devs, et j'ai moi-même été dans cette situation où on atteint un moment, un plateau. C'est-à-dire, on livre, on casse rien, on connaît la stack avec laquelle on interagit, et on reste sur ce plateau. Et ça, c'est pas du tout de l'incompétence, mais c'est souvent qu'on n'a pas particulièrement de raison de bouger, en fait. Tout le monde n'est pas forcément hyper passionné, tout le monde n'a pas envie de progresser à l'infini, et c'est totalement OK. Mais si on veut progresser, le fait de rester dans sa zone de confort, c'est généralement pas très compatible, quoi.
Est-ce qu'on peut avancer dans les slides? Merci. Le deuxième grand point que j'aimerais aborder, c'est seniorité versus management. On associe souvent, je trouve, la seniorité au fait de devenir manager ou lead, peu importe comment on l'appelle. Et voilà, on peut se dire, bon, voilà, ce développeur, ça fait 5 ans qu'il est là, il est senior, on va lui donner une équipe. Je pense qu'il faut faire très attention avec ça. C'est un des meilleurs moyens d'un côté, perdre un très bon développeur et de l'autre, se retrouver avec un manager moyen. Pour moi, passer dans le côté management, c'est un changement de métier. C'est absolument pas une promotion naturelle. Et pour revenir à ce que je disais avant, pour moi, c'est absolument pas linéaire. Il n'y a pas un moment où tout d'un coup, hop, on atteint un palier dans la courbe et hop, on est naturellement un bon manager. Pour moi, ça demande des compétences spécifiques, genre par exemple savoir donner du feedback, gérer des conflits, prioriser pour les autres, recruter, protéger son équipe, etc. Et c'est pour ça que souvent dans les équipes engineering matures, donc ça c'est souvent un truc qu'on met en place lorsqu'on a sa première phase d'hyperscale et qu'on se retrouve à recruter plein de gens et voilà, il faut les placer, on sait pas trop quoi en faire. On se retrouve généralement avec deux tracks de carrière. D'un côté, on a une track plutôt management où on a voilà des tech lead, engineering managers, VP engineering, etc. Et de l'autre, une track plutôt IC, individual contributor, donc senior engineer, staff engineer, principal engineer, etc. Et les deux sont bien sûr tout à fait légitimes et mènent très loin. Et surtout, je pense un truc important, c'est que les deux, au final, demandent du leadership. La différence, c'est le type de leadership. Un manager, lui, il a un leadership plutôt positionnel. Donc, il a une équipe, il est responsable des gens avec qui il travaille. Et un staff engineer, il a un leadership beaucoup plus d'influence. Il n'a pas forcément d'autorité, mais il oriente les décisions techniques, il aligne les équipes, il débloque les situations. Donc seniorité ne veut pas dire management, c'est pas du tout automatique, c'est pas du tout naturel, mais je pense que seniorité veut quand même dire leadership sous une forme ou une autre. Il faut qu'on soit capable de montrer voilà une forme ou l'autre pour pouvoir se dire senior. Donc jusque là voilà, j'ai beaucoup parlé de senior, ce que ce n'est pas. Donc je vais essayer de répondre un peu au pendant de la question qui est mais du coup c'est quoi être senior? Pour moi, le concept central d'être senior, c'est la capacité à réduire l'incertitude. Les équipes, en permanence, doivent gérer de l'incertitude. Est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça, comment on le fait, qui est responsable de ça, qui a déjà fait ça, qui a vu ça. On se pose plein de questions comme ça en permanence. Il y a toujours beaucoup d'ambiguïté, surtout dans les startups. Voilà, souvent on se retrouve dans des situations où il y a un choix à faire et personne ne sait vraiment quelle direction prendre. Surtout s'il faut la prendre vite. Et pour moi, être senior, c'est être en fait la personne qui va venir débloquer la situation, qui va poser le cadre et qui va dire bah voilà ce qu'on va faire et pourquoi on va le faire. Et ça, pour moi, ça se construit avec quatre grandes façons. La première grande façon, c'est la culture technique. Donc, c'est le fait de connaître des patterns, connaître des outils, avoir lu, avoir expérimenté. Et surtout, en fait, et ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais le senior, c'est celui qui, grâce à sa culture technique, fait ce qu'il ne faut pas faire. Parce que souvent, il y a plusieurs bonnes décisions. On peut prendre n'importe laquelle de ces bonnes décisions, c'est pas un problème. Mais il y a une ou plusieurs mauvaises ou très mauvaises décisions qu'il ne faut absolument pas prendre. Et le senior, lui, va être capable d'identifier ces mauvaises décisions, pardon, et d'éviter qu'on les prenne. Certainement parce que l'expérience fait qu'il a peut-être fait ses erreurs avant, qu'il a vu des gens faire ses erreurs avant. C'est un peu du pattern matching en vrai. Hein. Le senior voilà, reconnaît des situations un peu qu'il a déjà vues et voilà, il applique ses compétences comme ça dessus. Ça, c'est quelque chose qui se forge quand même majoritairement par l'expérience. La deuxième chose, c'est la communication. Donc là, on revient un peu à ce que je disais avant autour du leadership. Hein, je pense que ça va ensemble, mais c'est être capable de traduire, par exemple, un trade-off technique pour un product manager. C'est expliquer un risque d'infrastructure en termes d'impact, genre business pour un CEO. C'est savoir calibrer le niveau de détail pour son interlocuteur. C'est savoir vulgariser, savoir expliquer. Donc ça paraît évident dit comme ça, mais pareil, c'est pas du tout naturel. C'est pas quelque chose qu'on acquiert naturellement avec le temps. Je pense que c'est plus lié peut-être à la personnalité ou au fait de volontairement chercher à développer ses compétences. Et c'est, je pense, assez rare en réalité dans notre industrie des gens qui communiquent bien. Ensuite, on a la culture hors engineering. Donc ça, c'est particulièrement important, je pense, quand on travaille un peu en startup, scale-up. Un senior, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec les SaaS metrics, qui sait ce qu'est le churn, l'ARR, le funnel acquisition, le burn rate, etc. C'est quelqu'un qui va en fait internaliser tout ça lorsqu'il prend des décisions engineering. Et ça va le pousser en fait à naturellement prioriser différemment, anticiper différemment que juste un dev qui est bon techniquement et qui en fait depuis longtemps, quoi. Et la dernière chose qui, je pense, est la plus importante, c'est le multiplier effect. Un senior, il ne fait pas que résoudre ses propres problèmes, sinon c'est juste un bon développeur.
Mais il va aussi rendre les autres meilleurs. Et donc, il va être capable voilà, de review du code avec pédagogie, d'écrire de la doc pour débloquer d'autres gens et les aider, débloquer un junior qui est coincé au lieu de le laisser galérer. Il y a il y a ce truc genre d'avoir un fort impact individuel, ok, mais il faut que ensuite voilà, on ait un impact multiplicateur qui lui scale et qui retombe un peu voilà sur tous les autres devs et sur tous les ingés avec qui on travaille quoi. Voilà. Donc si je devais résumer pour conclure, être senior c'est absolument pas une question de temps, je pense. C'est pas non plus une question de titre. C'est pas une question de voilà de ligne de code écrite ou de pull request mergé. C'est plutôt une question de ce que vous avez décidé de faire de votre temps et surtout de votre capacité à réduire l'incertitude pour ceux qui vous entourent et bien sûr aussi votre volonté. Hein, si vous voulez rendre les gens autour de vous meilleurs et que vous aimez naturellement voilà communiquer, collaborer avec les autres, je pense que vous êtes en bonne voie pour devenir senior. Voilà, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Lucas. En tout cas, ouais, je Vas-y, vais parler un petit peu. vas-y, Euh, vas-y. je résonne beaucoup avec le fait que tu as dit que la seniorité, ça veut pas dire le management. Parce que pendant très longtemps, je m'étais posé la question et je me demandais pourquoi est-ce que du coup l'évolution naturelle d'un ingénieur qui du coup factuellement développe et participe à l'avancement dans une équipe va devenir manager qui pour moi n'est pas du tout le même poste, ne requiert pas les mêmes compétences. Et je pense que tu l'as très bien dit. Donc très important à souligner. Ouais, Ouais, même, c'est gentil. En vrai, si je me mouille un peu, je pense que c'est un peu l'indication que on est dans une société peut-être parfois un peu, enfin, pas de la société au global, mais on est dans une entreprise peut-être un peu mal structurée ou pas assez mature ou avec une culture engineering peut-être assez limitée quand on se retrouve à avoir ce genre de raisonnement, quoi. Le fait de se dire, euh, être un ingénieur senior, c'est être un manager. Je pense que c'est un monde qu'on comprend pas très bien, l'engineering, comment ça s'organise et l'impact qu'on doit avoir. Ouais. On a une question de Florian qui dit de par ton expérience perso, est-ce que tu dirais que les recruteurs évaluent ce critère de seniorité au-delà de l'ancienneté? Est-ce qu'ils se basent que sur des Je critères tech? pense que ça dépend vraiment des recruteurs, honnêtement. J'ai travaillé avec plein de recruteurs là ces dernières années, puisqu'on a dû recruter beaucoup. Et en fait, pour moi, vous avez vraiment genre des recruteurs génériques et ils recrutent des ingénieurs comme s'ils recrutaient autre chose. Et dans ce cas-là, bah, je pense qu'en effet, le jugement est mauvais et il faut pas forcément travailler avec eux. Et à l'inverse, il y a des recruteurs qui parfois viennent de l'engineering, souvent c'est les meilleurs, ou des recruteurs qui se sont pris la tête sur ces sujets de culture, engineering, etc. Et qui, eux, je pense, peuvent prendre les bonnes décisions. Euh, voilà, je peux pas parler pour d'autres entreprises que celles pour lesquelles j'ai travaillé. Je sais pas s'il y a une tendance ou une trend en France, mais je pense que ça dépend vraiment du recruteur, vraiment, vraiment du recruteur. Parfait. Et ouais, Les Emmanuel, seniors sont, je vois que tu les écris. Si tu seniors as besoin sont-ils mieux payés? de parler en Les, vrai, là, tu peux te démuter, hein, pas de souci. mais les piégeuses, la question, les seniors sont-ils mieux payés et les managers sont-ils mieux payés que leurs équipes? Je pense que c'est souvent le cas. Hein, c'est souvent le cas. Tu prends des sociétés qui font des grilles de salaire. Les seniors sont mieux payés que les juniors et les managers c'est très souvent les mieux payés que leur équipe. Ça, c'est factuellement. Après, est-ce que je pense que c'est une bonne idée? Pas Ouais, forcément. je Moi, sais pas si mon micro est ouvert, mais ouais, c'est bon, c'est bon. Vas-y. oui, j'ai volontairement balancé un pavé parce que c'est quand même souvent le point de Ouais, bien sûr. friction qui emmène les ressources à avoir envie de seniorité. Euh, Exactement. et, Exactement, euh, exactement. et donc, Après, ça, pour moi, ça amène un peu à un autre sujet qui est comment tu mesures l'impact, tu vois. Enfin, moi, j'ai ouais, souvent tendance à penser qu'il faut rémunérer les gens par rapport à l'impact qu'ils ont dans une structure. Mais la mesure de l'impact, c'est encore un autre sujet. C'est très compliqué, ça demande beaucoup de mise en dans le place. dernier Donc, grand en groupe, effet, souvent, on prend cette raccourci, quoi. ouais, dans le dernier grand groupe où j'étais salarié, j'ai essayé de défendre l'idée qu'un bon tech pouvait être mieux payé que son manager. Mm. Eh ben, j'ai pas réussi, tu vois. J'ai défendu Ah, non, mais l'idée, je j'ai comprends. pas réussi Je à convaincre. comprends. C'est-à-dire qu'il y a un élément Là, culturel qui fait que dans la hiérarchie, quand tu montes un étage hiérarchique, tu dois avoir aussi un étage de rémunération. Et or, ce ouais. qui se passe avec la tech aujourd'hui, c'est que il y a un déséquilibre, surtout avec le digital, il y a un énorme déséquilibre. C'est que les leviers de puissance, les leviers d'influence des bons techs sont beaucoup plus grands que ceux de leurs managers.
Et ça crée une tension et elle est mal comprise par les entreprises, par les RH, par l'ensemble de la structure hiérarchique. C'est-à-dire qu'on se retrouve finalement avec des très bons techs qui sont très contents d'être tech, mais qui pourraient tout à fait faire mieux que leurs managers parce qu'ils ont des managers très moyens. Je ne parle pas de vos entreprises en particulier, hein, mais je parle d'entreprises dans lesquelles j'ai œuvré. Et c'est un pattern qui est assez fréquent parce que justement, le manager, c'est finalement un tech qui n'arrivait pas à progresser, donc il est allé sur la voie de management par l'ancienneté quelque part. Et donc, il est ni assez bon pour vraiment driver le tech au niveau technique, ni assez bon pour vraiment défendre le tech au niveau business, métier. Et en dessous de lui, il a des mecs qui seraient très contents de rester tech, ils sont juste frustrés par le niveau salarial. Et ça crée des bombes à retardement, en fait, ça crée des pièges au niveau organisationnel. Voilà ma Ouais, petite contribution. je suis très d'accord. Après, bon, pour le coup, si je peux vous donner un peu d'espoir, l'inverse existe, hein. Par exemple, la Cryptio, j'ai des gens qui sont en dessous, entre guillemets, de moi dans le carrière ladder, qui sont mieux payés que moi. Donc, je pense qu'il faut un terreau culturel pour que ça existe. Et dans des startups scale-up qui sont, voilà, qui ont ce terreau culturel et qui se sont un peu pris la tête sur ces questions de comment on structure des équipes engineering, ça existe, ça existe. Ouais, Et ouais. pour le Je coup, pense qu'effectivement, les startups c'est digitales, des questions que vous pouvez poser en entretien et ouais. tout. C'est Et pas du tout sûrement tabou. les boîtes américaines sont peut-être aussi différentes. C'est peut-être une culture très française, en fait, ce côté hiérarchique égal niveau de salaire. Mais ouais, en tout cas, super, super pour ta présentation, j'ai adoré. Je laisse Eh la ben, parole merci. au suivant. Si vous voulez discuter, n'hésitez pas sur Discord. Ciao. Merci beaucoup, Lucas. Je sais que tu vas probablement devoir nous quitter. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Euh, Milo, je vais te laisser faire Merci. patienter nos auditeurs du temps que je mets le partage de Reza, qui va être notre prochain participant. Ouais, merci beaucoup à Lucas. Voilà, c'est quelqu'un de très important dans sa boîte et il a pu se libérer entre deux réunions, deux rendez-vous, etc. Sachant que demain, il a un événement très important. Donc merci à lui d'avoir libéré 15 minutes. On va encore une fois, tonnerre d'applaudissements dans le chat, s'il vous plaît, pour les intervenants. Tout ce que vous voulez. Et on va accueillir Reza. Reza qui normalement est un homme qui n'a pas à se présenter, que rien que son nom fait peur / impressionne. Il va se présenter lui-même, hein, mais c'est quelqu'un qui a gagné des milliers d'euros en Caton, qui travaille à Liberté AI / Aleph. Je vais le laisser se présenter. Et voilà, lui aussi se libère. Il est en vacances actuellement. Il a accepté de donner 15 000 pour le POC Talk. Donc encore une fois, un grand merci à lui. Et est-ce que c'est bon, Laurent? Oui, tout va bien. Parfait. Parfait. Donc, je lui laisse la parole. Yes, merci. Je pense qu'effectivement, beaucoup me connaissent ici, vu que je participe souvent au talk et puis de manière générale, tous ceux qui sont à POC m'ont vu passer assez fréquemment. Mais bon, passer après Emmanuel et Lucas, c'est quand même quelque chose parce que c'est un level au-dessus, on va dire. Et surtout après la présentation que Lucas nous a faite. Mais du coup, moi, je vais revenir, oui, sur un sujet un peu d'actualité dans l'écosystème blockchain et crypto, mais qui peut être généralisé globalement à toutes les arnaques et tous les problèmes qu'on peut voir aujourd'hui. La semaine dernière, il y a pas mal de gens, dont d'ailleurs pas mal de POC, je crois qu'il y avait une dizaine de personnes, qui étaient à l'Ethereum Community Conference. Donc, c'est une conférence annuelle qui a lieu en France, à Cannes, dans le sud de la France. Et en même temps, il y a eu un protocole de finance décentralisée qui s'appelle Drift, qui existe sur la blockchain Solana, qui s'est fait hacker. Et donc, à un moment donné, on a vu, pendant une des soirées, il y a tout le monde qui était glué littéralement à son smartphone, pardon, et qui regardait un peu ce qui se passait. Donc Drift, pour remettre un peu en contexte, parce que je pense que assez peu d'entre vous connaissent, même moi d'ailleurs qui suis dans l'écosystème blockchain depuis assez longtemps, j'en avais jamais entendu parler. Drift, en fait, c'est une plateforme de trading de perpetuals. Donc, c'est en gros du trading avec du levier. C'est un peu comme Hyperliquid, certains connaissent, c'est déjà un nom un peu plus connu, qui permet en gros de, sans avoir à passer par une plateforme centralisée, d'avoir juste un wallet Solana et de pouvoir faire du levier sur voilà, du Bitcoin, de l'Ethereum ou même d'autres assets. Et c'est quelque chose qui était quand même assez gros. Donc, c'est le premier de sa catégorie sur Solana. Et ça a hébergé plus de 550 millions de dollars avant l'attaque. Et c'est un protocole qui est quand même solide, hein, qui existe depuis quelques années, qui a déjà été audité voilà, en 2022, même ensuite, et qui du coup a eu un souci et s'est fait choper 280 millions en 12 minutes. Et c'est le mode opératoire ici qui est super intéressant à analyser. Tu peux passer la slide suivante, Laurent, s'il te plaît. Merci.
Donc comme je vous le disais, c'est arrivé la semaine dernière et c'est assez drôle parce que du coup c'est arrivé le 1er avril, donc pile le jour où tout le monde voit passer un tas de trucs qui n'ont aucun sens et qui sont tous fake et où on peut se dire que ça aurait pu être le cas pour ça, et ben ça l'était pas, du coup ils ont dû le préciser évidemment. Et comme je le disais, ils se sont fait taper 285 millions de dollars en 12 minutes, en 31 transactions qui ont été envoyées. Et donc ils ont perdu globalement la moitié de toute la TVL qu'ils avaient. Et ce qui est intéressant à voir, c'est justement tout le mode opératoire qu'il y a eu. Si tu peux passer à la slide d'après. En gros, pour vous expliquer un peu, ça reste assez technique, donc je pense que notamment tous ceux qui n'ont pas d'expérience sur cet écosystème, c'est pas super simple à saisir, mais donc j'ai essayé de le vulgariser au maximum du coup avec ces petites slides. L'étape 1 de ces hackers, ça a été de fabriquer un faux token, donc une fausse crypto-monnaie qui va valoir $1. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils en ont créé un qui s'appelle le CVT. Ils en ont créé 750 millions d'unités, donc de base ça vaut rien, hein, n'importe qui peut en créer. Et ils ont déposé $500 de liquidité, donc qui permettent de faire des échanges. Donc c'est-à-dire que quand vous allez devoir vendre ou acheter ce token-là, bah, ça va venir taper dans ces $500. Donc ces $500, c'est que dalle. Sauf qu'ensuite, ils ont fait du wash trading, c'est-à-dire qu'ils se le sont, avec leurs propres adresses, ils se le sont achetés et revendus en boucle pendant des semaines jusqu'à ce que ça atteigne un faux prix de $1. C'est un peu, vous avez si vous avez déjà des wallets blockchain, vous avez déjà peut-être reçu des faux tokens de ce style. Moi, j'en ai reçu. J'ai un token, je crois, un Trump MAGA, je sais pas quoi. J'en ai pour $30 000, soi-disant. Mais ensuite, évidemment, c'est un trap. Enfin, c'est d'autres types d'arnaques. Je vais pas rentrer dedans, sinon on est parti pour assez longtemps. Mais globalement, voilà, c'est possible. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est possible de créer comme ça des faux tokens qui ont soi-disant un prix de $1. Et donc 750 millions d'unités, bah, ça fait 750 millions de valeur totale, alors qu'en réalité, il n'y en est rien derrière. C'est comme on parle souvent également de la fortune des milliardaires, etc. Elon Musk. Bon, certes, évidemment, Elon Musk, il est clairement pas à plaindre, mais aujourd'hui, on parle d'une fortune aussi qui est papier, puisque s'il venait à tout vendre d'un coup, il récupérerait bien moins que la valeur qu'on lui donne. Je sais plus c'est combien, 300, 500 milliards aujourd'hui. Mais voilà, c'est une valeur, en tout cas papier, c'est ce qu'il faut retenir. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, c'est de faire avaler ce prix par ce qu'on appelle des oracles. Les oracles, ça va être ce que vont utiliser différents protocoles de finances décentralisées. Donc ça va être, comme son nom l'implique, hein, c'est une source de vérité qui permet donc à ces protocoles de finances décentralisées de savoir à tout instant quel prix vaut un asset, une crypto-monnaie. Puisqu'évidemment, les prix bougent, que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit même dans le monde boursier, voilà, les actions, l'or, etc. Tout a un prix, tout bouge. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est que ces oracles, ils vont venir juste vérifier à quel prix s'échange le token, et ils vont pas regarder, c'est là le problème, c'est un des problèmes du moins, ils vont pas regarder la liquidité. Ils vont pas regarder est-ce que ce token a vraiment de la liquidité, est-ce que je peux en vendre 3 000, 5 000, 10 millions de dollars d'un coup. Ils vont pas voir que là, en l'occurrence, il y avait que 500 dollars. Ce qui fait que du côté de l'oracle que va utiliser Drift, le token CVT est valorisé à $1, et donc on a 750 millions de dollars potentiels de valeur. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape, c'est le setup. Tout ça, n'importe qui peut le faire. Maintenant, la troisième étape, et c'est là que ça va devenir intéressant, c'est que ces hackers-là ont utilisé trois différents mécanismes. Le premier, ça va être des durable nouns. Donc en fait, sur la blockchain Ethereum et sur la blockchain Solana, et sur les blockchains de manière générale, quand vous envoyez une transaction, vous l'envoyez tout de suite. Vous pouvez pas l'envoyer plus tard. Vous pouvez pas faire de virement programmé, on va dire, comme vous pourriez le faire avec un compte bancaire. Et donc, il y a une fonctionnalité qui permet de bypass ça quand même, parce que c'est quand même utile de faire des virements programmés, qui s'appelle les durable nouns, et qui permet en fait de pré-signer une transaction, de dire par exemple je veux envoyer 5 Solana à telle adresse, et de l'envoyer plus tard. Donc ce que les hackers ont réussi à faire, je vais vous expliquer juste après comment, c'est de faire pré-signer ces transactions-là au protocole, aux personnes qui contrôlaient le protocole, et à les envoyer quand le timing était correct. La deuxième chose qu'ils ont utilisé, c'est le Security Council de Drift, donc qui permet de valider tous les changements importants qui doivent être faits. C'était un multisig, donc en fait c'est plusieurs personnes qui doivent signer pour valider le fait que ça se fasse, tout comme dans une entreprise, voilà, il faut pour les décisions importantes qu'il y ait, je sais pas, le CEO, le CTO, etc. qui soient d'accord. Et là, en l'occurrence, 5 jours avant le hack, les règles pour faire passer les différents changements ont été changées, et c'est passé à 2 sur 5. Donc il y a 5 personnes dans ce conseil, et il faut que minimum 2 personnes approuvent. Après ce changement, du moins avant c'était 3.
et également sans time lock. Donc avant, on pouvait envoyer une transaction. Certes, il faut que les personnes approuvent, mais il faut ensuite qu'il y ait un délai qui se passe avant que la transaction soit envoyée, ce qui permet, au cas où il y a quelque chose qui a été mal fait, que ça puisse être résolu. Et enfin, le troisième mécanisme, une fois qu'on a ces deux choses-là, c'est de juste déposer ces fameux tokens qui sont bidons, qui valent des centaines de millions de dollars, et en échange de retirer des vrais tokens, des équivalents en dollars, du Solana, du Bitcoin, etc. Jusqu'à ce qu'il reste plus rien. Et donc, c'est globalement ce qui s'est passé. Maintenant, la question, c'est comment on a réussi à en arriver là. Et c'est ce qui est super intéressant à voir. En fait, c'est pas un hack super simple, c'est vraiment une opération qui a duré des mois et des mois et qui a été retracée à des hackers nord-coréens. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a donc je vous ai parlé de l'ETHCC, mais il y a également de nombreuses conférences qui ont lieu à travers le monde, dont une qui avait eu lieu cette année en Argentine. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont fait contacter dans une conférence, donc vraiment IRL. Voilà, il y a des gens qui sont venus les voir, discuter comme voilà, c'est le but des conférences, c'est aussi de faire des relations. Voilà, des gens tout à fait legit qui voulaient s'intégrer au protocole. Donc ça, c'était en automne. Ensuite, voilà, ils se sont rencontrés dans d'autres pays, dans d'autres conférences, dans d'autres événements. Ils ont eu un groupe Telegram, ils ont discuté entre eux, etc. Vraiment, c'était tout à fait legit. Ils discutaient ensemble. Ils avançaient dans la direction dans laquelle ils voulaient aller. Ils ont même onboardé du coup un de leurs produits techniques en fin d'année, fin d'année 2025 et début 2026. Et ils ont déposé des vrais fonds. Donc les hackers nord-coréens ont déposé plus de 1 million de dollars de vrais fonds pour vraiment renforcer leur crédibilité. Et donc du point de vue de Drift, c'était tout à fait legit, il y avait aucun souci. Et ensuite, ils ont eu cette attaque. On n'a pas encore c'est vraiment très flou. Et Drift n'a pas encore partagé toutes les informations. Et globalement, parce que le 11 mars, la partie les nord-coréens ont commencé cette partie, voilà, créer le token, venir faire ces fausses transactions développeurs, etc. Donc le 11 mars, avec les ETF qui sont sortis de Tornado de Cash qui permet de brouiller un peu les pistes sur la taux. Et le 27 mars, du coup, la migration dont je vous parlais, qui a permis de réduire les sécurités du conseil de sécurité. On n'a pas encore les informations sur est-ce que ça a été poussé par cette fausse entreprise qui était soi-disant legit et qui a poussé à ça pour une raison X ou Y, ou est-ce que c'est la chance. Mais le fait est que ça passé comme ça le mars. Et le 1er avril, les transactions qu'ils ont pré-signées ont été envoyées dans le bon ordre. Donc vraiment, ils ont signé 35 transactions en avance. Donc déjà, il fallait planifier tout ça. Et ensuite, ils les ont envoyées dans le bon ordre en 12 minutes, donc une toutes les 20 secondes en gros, pour tout drain. Et ensuite, si tu peux passer à la slide suivante, on a en fait la confiance qui était globalement le vrai piège, puisqu'on a ce conseil de 5 personnes qui pouvaient tout gérer et qui ont été compromis par le premier a été compromis par un repo qui a été piégé. Il y avait une faille de VS Code dans Cursor qui était connue, qui permettait dès que vous ouvriez globalement VS Code d'exécuter du code. Et donc ils ont piégé comme ça un des contributeurs pour récupérer ses accès et lui faire signer les fausses transactions. Et le deuxième, ils lui ont envoyé un test flight, donc d'une app iOS de test pour lui faire télécharger un faux wallet et ainsi récupérer son compte. C'est ce qui a permis d'avoir les deux accès. Et ce qui est vraiment incroyable dedans, c'est que c'est l'attaque la plus élaborée. Donc c'est la première fois qu'on a vraiment une attaque qui dure des mois, qui involve des rencontres physiques, donc vraiment, et du vrai capital également, plus d'1 million de dollars qui ont été déployés. Donc c'est vraiment incroyable à ce niveau-là, comparé à des hacks précédents qui étaient purement des hacks, voilà, purement de logique, de code, ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment de l'exploitation pure sur des mots. Et donc ensuite, si tu peux switch la slide encore, Laurent, merci. On peut se défendre donc du coup de plusieurs façons. Donc là évidemment il y a eu les time locks dont je vous ai parlé, donc le fait que malheureusement il y a eu ce mauvais timing où ils ont diminué leur défense et ils ont pas mis de time lock sur les transactions. Donc le fait de, quand on envoie une transaction, de rajouter un délai avant que ça s'exécute. Donc là on aurait pu remarquer les soucis. Un deuxième souci, c'est le clear signing. Donc c'est notamment petit coup à ceux qui ont fait ça en projet POC à l'ETH Global et qui ont eu un prix de Ledger. En gros, il y a un gros problème en blockchain aujourd'hui, c'est que quand on signe les transactions, souvent on a du blind signing. Donc sur notre device dans lequel on signe, on voit pas exactement ce qu'on signe. Donc c'est vraiment un hash, enfin c'est une donnée qui est illisible. Et ce qui fait qu'on peut facilement se faire duper. Il suffit que l'interface l'UI soit corrompue ou un autre souci, et on peut se faire duper, on peut signer quelque chose qui n'est pas ce qu'on pense signer, ce qui était le cas justement ici. Donc potentiellement avoir du clear signing, ça peut aider. Et également au niveau des oracles, ajouter de la sécurité. Et la défense un peu plus drôle, je vais vous envoyer
hop, un post Twitter dans le chat. De base, je voulais partager mon écran, mais j'ai un petit souci. Mais il y a des choses qui ressurgissent aujourd'hui, où en fait, globalement, les Nord-Coréens ne peuvent pas insulter Kim Jong-un en live quand on discute avec eux, puisqu'ils ont en fait le régime nord-coréen est tellement paranoïaque que globalement, même si leur supérieur les autorise évidemment à faire ça, parce que ils savent très bien que ça peut être une des questions qui peuvent être demandées, le régime est tellement paranoïaque que les gens ne prennent pas le risque, enfin les Nord-Coréens ne prennent pas le risque, parce qu'ils savent pas en fait ce qui peut se passer, et il se peut que voilà que Kim Jong-un il vrille un peu et qu'il décide quand même de tous les tuer, enfin eux et leur famille. Et donc c'est une défense qui marche relativement bien en vrai, malgré tout. Donc voilà, c'est une des vidéos, vous pourrez aller la regarder, elle dure 2 minutes, mais globalement c'est une interview avec un Nord-Coréen qui du coup cut ensuite son interview une fois qu'on lui pose la question plusieurs fois. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas à tous les coups, puisque là, en l'occurrence, avec Drift, ce qui était encore plus impressionnant, c'est qu'ils ont recruté des Occidentaux. Donc les gens qu'ils ont rencontrés n'étaient absolument pas voilà, coréens ou asiatiques, c'était vraiment des Occidentaux. Et les Occidentaux, même s'ils travaillent pour le régime nord-coréen, n'ont pas la même réticence à venir insulter Kim Jong-un. Enfin, ils vivent pas en Corée du Nord, ils n'ont pas leur famille là-bas, donc voilà, ils sont un peu moins touchables par le régime derrière. Voilà. Et voilà. Donc globalement, c'est pas que en crypto que ça arrive. C'est déjà arrivé plein de fois qu'on ait des choses comme ça. Donc il y avait l'arnaque au président à l'époque, si vous en avez entendu parler, où on avait des gens qui se faisaient passer pour des PDG, qui appelaient voilà le service facturation et comptable, disant on a une urgence, on doit close un deal avec telle entreprise, faut faire un virement rapidement, etc. Ils allaient au culot, et ça passait parce que les gens voulaient pas se faire virer. Et quand on a vraiment le culot et la persuasion pour convaincre la personne, ça marche. Et même aujourd'hui avec l'IA, avec les deepfakes, enfin, on peut créer des faux profils, on peut faire énormément de choses. Et donc globalement la fraude à la manipulation est assez impressionnante. Voilà, tu peux passer à la dernière slide. Enfin, je vois que j'ai un peu dépassé le temps aussi, donc je vais essayer d'accélérer un peu. Ouais, bon, ça c'est la même chose. Tu peux skip ensuite à la dernière. Hop, parfait. Et donc le résumé à garder, c'est que peu importe les évolutions qu'on a dans le code, que ce soit en blockchain, que ce soit en software, que ce soit dans tous les domaines, le maillon faible, ça reste l'humain. Ça a jamais changé, que ce soit avant avec ces arnaques au PDG et maintenant aujourd'hui avec des opérations sur des mois organisées par des États pour venir taper 280 millions sur un protocole de DeFi. Au final, c'est la confiance, c'est l'humain. Le code audité également ne vaut rien en fait, surtout aujourd'hui. Alors là, je l'ai pas évoqué, mais surtout aujourd'hui avec l'IA. Hein, enfin, je sais pas si vous avez vu passer Mythos, le modèle de Claude qui est pas encore release, mais qui soi-disant ils veulent pas le release parce que il aurait il trouverait trop de soucis de sécurité dans des systèmes existants. Donc voilà, il y a plein de soucis de ce style qui vont arriver également. Donc faut plus trust uniquement le code. Et globalement, l'IA accélère en fait tout, comme vous pouvez le voir dans le monde du dev, mais également les arnaques et surtout du côté des Nord-Coréens qui sont déjà connus pour abuser de ces arnaques-là et financer le régime avec tous leurs hacks. Et c'est que le début. Hein. Là, je vous remets un ou deux tweets qui sont vraiment là de ces derniers jours, hein, même ces dernières heures, où on a un autre protocole de finance. Beaucoup plus petit cette fois-ci, qui s'appelle Stable, qui a, je crois, 2 millions de TVL, donc rien à voir avec les 500 millions de Drift. Mais globalement, il y a eu une enquête, enfin globalement tout cet aspect-là, le 1er avril, a vraiment fait remonter voilà cette partie hackers nord-coréens et employés nord-coréens dans des entreprises undercover. Et on a quelqu'un qui a découvert qu'il y avait dans 2 autres protocoles une personne qui était nord-coréenne. Et Stable s'est rendu compte qu'en fait cette personne-là était également employée chez eux. Et donc ils ont littéralement dit retirez toute votre liquidité. On est en train de voir ce qui s'est passé. Est-ce que cette personne-là a pu compromettre en interne nos systèmes, etc. Donc là, c'est tout frais. Hein, ça date d'il y a 2 jours. Si vous ouvrez le Twitter de Stable, ils disent il y a 20 heures qu'ils confirment qu'ils ont eu pendant 1 an un développeur nord-coréen. Donc voilà, globalement, ne faites confiance à personne. Même les gens que vous rencontrez en physique pendant des mois à des conférences. Avant, c'était suffisant. On n'embauchait pas des gens qu'on rencontrait sur Internet uniquement. On les voyait en physique. Aujourd'hui, on peut voir que voilà, même des gens qu'on voit pendant 6 mois à différentes conférences, sur lesquelles on chatte sur Telegram pendant 6 mois, qui viennent déposer 1 million dans notre protocole, au final, ils peuvent avoir des mauvaises intentions. Donc voilà, globalement, c'est le résumé. Faites attention partout autour de vous. On est dans un monde de plus en plus dangereux, malheureusement.
Voilà, c'était tout pour mon sujet. Super rassurant tout ça, ouais, effectivement. Effectivement. Merci beaucoup à toi, Reza, pour ce sujet. Alors, en effet, on reprend un peu ce que nos parents nous disaient quand on était petits, en mode ouais, parle à personne que tu connais pas, etc. Bah, au final, j'ai l'impression que ça s'étend même à quand on est adulte. Voilà, encore une fois, W Reza, merci beaucoup pour ta présence. Si vous avez des questions, profitez-en. Bon, il doit un peu se dépêcher parce que, comme j'ai dit, on est en vacances. Donc, si vous avez des questions assez rapides, posez-lui. C'est quelqu'un voilà, qui est très calé en Web3, en IA. Je sais que c'est globalement les domaines que vous voulez faire s'il y a des nouveaux résidents à POC. Donc voilà, si vous avez des questions sur des trucs qu'il a mentionnés, etc., posez rapidement. Sinon, juste tonnerre d'applaudissements dans le chat, tonnerre de cœur dans le chat, comme d'hab. Euh, voilà. Et puis, on va passer, si personne a des questions, on va passer à quelqu'un que cette fois-ci, vous devez sûrement tous connaître. C'est quasiment obligatoire. Euh, on va accueillir notre vice-président actuel et chercheur à l'INRIA, Léandre Ramos. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour ce 10e édition de POC Talk. Très heureux de passer après trois très belles personnes. Je vais essayer d'être à la hauteur et essayer de finir aussi sur une note un peu plus positive que Reza de mon côté. Alors, est-ce que vous voyez tous mon écran? Est-ce que tout est bien? Léandre, j'ai l'impression que Laurent ton est en train de partage faire la preuve. ne pas. Moi, je le vois. Je le Le... vois. Ah oui, je vois pas. Que d'autres personnes ne le voient pas? Il load à l'infini? Ok, bah, je peux essayer de le refaire. Tac. Euh, Est-ce que là Super, vous le voyez mieux? génial. Laurent, tu le vois? Ouais, Ouais, parfait. Tout le monde le voit, Laurent? Parfait. Ok, vous voyez bien le PPT là? parfait, oui, on le voit. Ouais. Ok. Eh ben, alors bonjour à tous. Moi, je vais vous parler. Alors, est-ce que déjà il y a des personnes dans le chat qui connaissent ce que sont les world models? Donc, ça touche à de l'IA, mais est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent déjà et qui savent de quoi je parle grâce à moi? Parfait. Mais sinon, s'il y a d'autres personnes, ça serait bien. Ok. Eh ben, je vais essayer de faire une présentation pour des personnes qui ne connaissent pas, ou essayer de faire le lien surtout avec les LLM qu'on va parler aujourd'hui et pourquoi ça peut être une étape importante pour l'intelligence artificielle générale pour l'avenir. Alors déjà, petit point actualité, on s'est rendu compte, donc ça fait déjà un mois, mais ça a quand même pas mal passé. Il y a une entreprise qui s'appelle Ami Labs, donc qui a été fondée par Yann Lequin, qui est une personne qui est très 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 forte dans le domaine de l'IA, une grande renommée qui travaille chez Meta et qui est parti pour aller fonder sa boîte pour créer des world models. Donc c'est quand même un point qui est vachement important parce qu'on est dans un monde où toutes les plus grandes entreprises qui développent des LLM dépensent des centaines de milliards de dollars pour pouvoir développer une intelligence artificielle générale. Et à l'inverse, on a Yann Lequin qui d'un coup développe une entreprise qui critique justement fondamentalement les grands modèles de langage, les LLM, et qui annonce que justement c'est pas une étape vers l'intelligence artificielle générale et qui arrive à faire justement une levée de fonds record jamais réalisée en Europe de 1 milliard de dollars pour la première levée de fonds. Et donc l'objectif, c'est d'essayer de vous expliquer, parce qu'on est toujours à POC et qu'on aime toujours la technique, de vous expliquer la technique derrière ces world models, comment ça marche, comparaison avec LLM, et justement pourquoi c'est toujours intéressant de voir la position des deux camps sur le développement d'une AGI. Alors pour ce faire, pour essayer de parler de world model, on va déjà essayer de parler de comment marche notre cerveau à nous, parce que quand on veut créer une intelligence artificielle générale, on veut reprendre comment l'humain marche. Il faut savoir que le cerveau est dit d'une machine à prédiction, qui va essayer de prédire la suite. Pour ce faire, il va récupérer plein de données sensorielles en entrée. On récupère la vision, du son, du toucher, plein de choses qui nous sont redonnées de notre environnement. Et l'objectif de notre cerveau, c'est de prédire la prochaine étape, la prochaine action qu'on va effectuer dans cet environnement-là. Petit souci, on reçoit tellement de données et c'est tellement important, et notre cerveau va être le plus efficient possible, ce qu'il va faire lui, ça va être faire une représentation interne de l'environnement pour pouvoir effectuer ses prédictions sur cette représentation interne. Et dès lors qu'il a trouvé la meilleure prédiction sur l'environnement,
il va la ressortir et dès lors que ça va correspondre à l'environnement réel, la représentation interne va être correcte et si dès lors que ça ne va pas représenter ce qui va se passer dans l'environnement, il va se mettre à jour. Un exemple très simple, on peut prendre le cas d'un bébé. Un bébé, tu lui donnes dans la main une balle en mousse. Si à chaque fois qu'il va la lancer, elle va rebondir, dans sa représentation interne, dès qu'il va lancer une balle, elle va rebondir. Et si un jour tu lui donnes une balle en verre et qu'elle va se casser quand elle arrive sur le sol, il va être surpris, vu que ça ne va pas correspondre à sa représentation interne, et il va mettre à jour sa propre représentation du monde. Et c'est via cette représentation interne-là qu'on va parler de world model, parce qu'on va essayer de recréer de manière informatique cette représentation interne-là qu'on peut avoir dans notre cerveau. Comment ça marche pour ceux qui ne savent pas du coup du côté des LLM, les choses qu'on entend parler de ChatGPT, et cetera, et cetera. Eux, ce qu'ils vont faire, ça va être de la prédiction de tokens. Donc on va leur passer, des chaînes de caractères, donc des phrases dans un modèle et on va lui demander de prédire le prochain mot et à chaque fois, on va raccrocher ce mot-là à la phrase pour lui faire, prédire mot par mot. Donc il y a aussi un processus de prédiction qui ressemble à comment ça marche dans le cerveau. Cependant, lui, il est entraîné uniquement du coup sur des milliards de mots, il est entraîné que sur du langage et il y a plein de différences avec notre cerveau. Déjà, il y a un problème fondamental dans les modèles d'IA, c'est qu'ils hallucinent, ils inventent avec confiance et c'est un plus gros des problèmes et surtout, ils ne peuvent pas observer le monde. Mais, on se rend compte qu'ils sont quand même tout aussi intelligents que nous, ils arrivent à raisonner dans le monde de la même manière que nous. Je vais prendre un exemple très simple. Si on est sur Terre et qu'on va jouer au jeu du lancer de pièces, donc savoir si c'est pile ou face, on va demander à un humain d'observer et de nous dire, pour toi, selon toi, quel est le côté de la pièce qui va ressortir. L'humain, étant donné que lui, il a observé plusieurs lancers de pièces, il peut visualiser le fait que c'est aléatoire et qu'il y a un système de 50-50. Et de ce côté, lui et le LLM ne peut pas observer, mais cependant, il peut nous ressortir aussi que c'est 50-50 parce qu'il l'a appris sur la représentation du monde qu'on a effectué via le langage. Et donc lui, son système d'observation du LLM, il est défini dans ce qu'on appelle la chain of thought, c'est tout ce qui sont les modèles de raisonnement. Les étapes de raisonnement permettent au modèle justement d'explorer dans sa représentation, qu'on peut dire interne, tous les chemins possibles et de prédire le mieux, ce qui colle à sa question, à la question auparavant. Et donc on arrive à cette étape-là où on peut se dire: «OK, les LLM, ils ont leur propre représentation du monde, les humains ont leur propre représentation du monde. Qu'est-ce qui diffère fondamentalement entre les 2?» Si on explique ceci d'un point de vue d'une pyramide de l'apprentissage d'un humain, on peut dire que les lois de la physique sont tout en bas et les lois de la physique permettent de gouverner le monde physique tel qu'on voit, donc la Terre, la planète Terre, etc. Ce monde physique agit sur tous les sens que nous percevons en tant qu'entité humaine. Et c'est ces sens-là qui permettent de représenter le modèle interne, la représentation interne que nous, on a en tant qu'humains. Et donc, on avance vraiment successivement via ces étapes. On interagit directement avec les lois de la physique du monde de base. Un point important, du coup, c'est de savoir où se situe le LLM. Et le LLM, lui, il se situe en haut de la pyramide, étant donné que nous, en tant qu'humains, on représente le modèle qu'on prend via comment on interagit avec cet environnement, via les émotions qu'on perçoit intérieurement et via le langage, parce que c'est notre méthode de communication. Et du coup, les LLM sont vraiment une sous-partie du modèle généré par des humains. C'est pour ça que certaines personnes le définissent comme une sous-partie de world model. À l'inverse, comment on pourrait définir la position, par exemple, de Yann Lequin? Les world models veulent être définis comme à partir du plus bas de la pyramide et du coup avoir toute la pyramide dans ton processus d'apprentissage. Et justement, quand on essaye d'expliquer ce grand débat-là, on a d'un côté, par exemple, des personnes comme Iliad Sutskever, qui était le cofondateur d'OpenAI, celui qui a créé ChatGPT derrière, c'était un mec qui est très fort. Il définit, lui, que les LLM, vu qu'ils font une projection du monde réel, ils arrivent à prendre une représentation compressée et abstraite du monde via le langage, parce que les humains apprennent en quelque sorte de la même manière. Du coup, il définit ça comme un world model. Et de l'autre côté, il y a Yann Lequin qui donne des arguments en disant ben, un chat, il arrive à comprendre et à percevoir la gravité sans avoir lu un seul livre. Et du coup, pour arriver à un world model, il faut pouvoir observer le monde. Et en fait, si on arrive à faire une conclusion, plutôt impartiale,
Sur ces deux visions-là, on peut dire que en soi, les deux, ils ont raison et que si on veut vraiment arriver à une intelligence artificielle générale dans le futur, il faudra tirer parti des deux meilleures architectures. Étant donné que si on va arriver à se différencier du singe, qui est par exemple la vision de la Yann Lequin sur l'observation du monde, il nous faut être capable de le comprendre et de communiquer avec les intelligences des LLM. Et donc, l'objectif, ça serait vers l'avenir, je ne sais pas quand est-ce que ce sera possible, mais de combiner les deux. Maintenant, on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail très facilement de à quoi ressemble une architecture de world model actuellement. On va essayer de reprendre exactement comment marche le cerveau et de manière très simple. On a trois blocs, le bloc V, le bloc M et le bloc C. On va donner une observation du monde au bloc V qui va fonctionner de la même manière que nos yeux fonctionnent. Il va récupérer une observation et traduire les éléments les plus importants. Si je vous mets en face de vous une image d'un salon, vous êtes capable de m'identifier rapidement où est la télé, où sont les canapés, où est la table du salon. On va exactement essayer de faire la même chose via ce modèle V et ça va être, ça va être cette sortie Z. Cette sortie Z-là, on va la passer à un autre modèle qui s'appelle le modèle M, qui lui va essayer d'agir comme la mémoire. Comme il va essayer d'avoir en mémoire justement tout ce qui s'est passé dans le passé associé à cet environnement-là observé avec l'observation actuelle. Et il va essayer de prédire un petit H qui va être la prédiction associée à cette observation donnée. Ces deux entités Z et H sont passées à un contrôleur parce que le contrôleur, lui, il va spécifier en fonction de l'action qu'on veut faire dans un environnement. Je prends l'exemple très simple, si on veut donner ce world model à un robot pour qu'il marche, l'environnement d'action, ça va être ses jambes, alors que si on veut le donner à une voiture, l'environnement d'action, ça va être un volant et des pédales pour accélérer et freiner. C'est ce contrôleur qui permet de gérer ça. Et du coup, ils se sont rendus compte, petite approche qui est vachement intéressante, que quand on entraînait justement un réseau de neurones à essayer de prédire, des éléments, et interagir avec le monde physique, plus il interagissait avec ce monde physique, plus il devenait, capable de simuler le monde physique et le réseau de neurones lui-même devenait une simulation, une copie quasiment exacte ou conforme du monde physique. Et qu'est-ce que ça permet ça justement pour arriver vers l'AGI? Donc si je reprends, l'architecture juste avant, ça veut dire que le modèle M arrive à représenter exactement l'environnement et donc ils se sont dit: «C'est intéressant de remplacer l'environnement d'action par le modèle M en lui-même» et du coup, ils ont appelé ça de l'apprentissage sous forme de rêve. C'est comme si on faisait apprendre à l'IA, apprendre à l'IA via ses propres rêves à elle-même. Qu'est-ce que ça permet? À la différence du cerveau, nous, on est bloqué biologiquement par la vitesse d'exécution de notre cerveau. Si on arrive à avoir cette représentation du world model qui prend la place de l'environnement physique réel, on peut décupler ça pour avoir des entraînements 1000 fois plus rapides que le cerveau, paralysé, parce qu'on n'a pas cette contrainte d'environnement physique, parce qu'il est simulé directement par un ordinateur. Ce qui permet, par la suite, donc, via les promesses qui sont faites par les grandes entreprises, de développer des modèles d'IA qui sont 1000 fois plus puissants que le cerveau humain, parce que l'environnement physique est encodé et beaucoup plus rapide que notre cerveau biologique. Pour essayer justement de vous faire comprendre cette puissance de l'environnement simulé et que même le cerveau le comprend, je veux voir que vous arrivez à avoir représenté aussi le monde de cette certaine manière-là et de faire la même chose qu'un world model le fait actuellement. Je vais vous demander de faire un petit jeu, de fermer les yeux. Imaginez-vous devant la porte d'entrée de votre maison d'enfance et vous souhaitez aller boire de l'eau et vous êtes capable, via votre cerveau, de vous représenter exactement le chemin que vous faites pour arriver à votre cuisine, pour aller récupérer, un verre d'eau, de ressentir le poids du verre d'eau sur votre main, d'aller vous servir de l'eau justement à votre robinet, de ressentir l'eau, dans votre bouche. Vous arrivez à la ressentir parce que vous simulez parfaitement le monde physique, comment il marche actuellement. Et c'est exactement, ce qu'on essaye de recréer de manière artificielle justement, parce que Yann Lequin, la promesse derrière c'est 1 milliard de dollars, de refaire exactement la même chose. Donc maintenant, où c'est qu'on en est, dans cette représentation-là et dans cette avancée des world models par rapport aux LLM? Les LLM sont toujours intéressants parce que les LLM sont définis comme des modèles de fondation. C'est-à-dire qu'on a un seul modèle qui est capable de faire plein de choses. On peut faire des recherches d'un niveau expert avec un modèle, faire de la traduction très simple qui nous raconte une histoire, créer des agents ou, coder.
un seul modèle est capable de faire plein de choses. À la différence des world models actuellement, on n'arrive pas à avoir un modèle de fondation world model comme défini. On est obligé à avoir des world models qui sont dans des domaines spécifiques comme la conduite autonome. Je reprends l'exemple de Waymo. Les voitures autonomes de Google, ils ont un modèle monde en interne qui permet d'entraîner à une voiture à conduire toute seule, à itérer beaucoup plus rapidement qu'est-ce qu'elle le ferait via l'environnement, réel. Ce qu'on ne peut pas permettre à une voiture d'aller itérer dans un environnement réel, ça prendrait trop de temps et du coup, ils arrivent à faire ça avec un modèle monde, qui est propriétaire. Il y a aussi le ça se passe aussi vachement dans la robotique avec Nvidia qui creuse avec, pour faire des robots humanoïdes. C'est la chose qui est sortie sur les derniers robots qu'on peut louer à la maison. Bah, derrière, ils ont un world model pour essayer de représenter comment marcher dans un environnement et s'adapter tout seul. Ça se passe énormément aussi pour, la vidéo 3D, tout ce qu'on entendait parler de Sora ou VO3, les modèles de vidéo de Google derrière, en fait, ils ont une représentation du monde pour essayer de créer des images qui sont et des vidéos qui sont cohérentes physiquement. Ils ont un world model derrière et il y a toutes des architectures. Donc l'architecture GEPA, c'est justement ce que Yann Lequin a développé et essayé de commercialiser via son entreprise. Et il y a aussi une approche qui est intéressante qui sont les codes world model, où ici on essaye de répondre, en tout cas c'est ce que je fais en stage justement à l'INRIA, donc ça fait une petite passe avec ce que je fais à l'INRIA actuellement. Mais les codes world model, ils essayent eux de coder via les règles physiques. Donc c'est comme les lois physiques si on reprend la pyramide que j'ai définie. Les lois physiques, elles sont établies en dur du point de vue de l'univers entier. On peut essayer de recréer ces lois physiques sous forme de code informatique pour simuler l'environnement de manière informatique. C'est ce qu'essayent de refaire les codes world model justement pour pouvoir avoir une comparaison ou un système de déterministe euh, au lieu d'avoir un système probabiliste que le world model soit fait par réseau de neurones en quelque sorte. Et donc voilà, c'était tout pour moi. C'était un sujet qui a été très condensé et très technique. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous avez tout compris. En tout cas, c'est que c'est vraiment une approche qui est intéressante et si on veut vraiment aller vers une intelligence artificielle générale, il faut vraiment être capable de pouvoir se représenter le monde, d'une certaine manière comme le cerveau le fait. Et donc voilà, c'était tout pour moi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Léandre. C'est très intéressant. Moi, j'ai une petite question pour toi, du temps que nos auditeurs peuvent écrire leur message dans notre channel. De la même manière que les modèles, euh, du coup les LLM peuvent halluciner, est-ce qu'un world model peut être attendu du coup de halluciner des éléments physiques dans le monde, c'est-à-dire que sa compréhension du coup est faite d'illusions? Est-ce que c'est attendu aussi? Bah, c'est attendu, mais cet élément-là se corrige comme, on est obligé d'interagir avec l'environnement réel pour pouvoir se corriger. Donc, c'est possiblement des modèles qui seraient en constant apprentissage, comme le cerveau est en constant apprentissage, à la différence des LLM où tu les entraînes. Une fois qu'ils sont entraînés, il n'y a plus d'apprentissage en continu. L'objectif derrière les world models, c'est d'avoir un apprentissage en continu pour pallier à ce type d'hallucination qui peut être géré. Je sais pas Et si ça répond à ta ouais, ça répond ouais. parfaitement. En retournant sur l'aspect mémoire du coup, ils sont capables de faire quoi ces world models actuellement? C'est-à-dire que imaginons que tu l'entraînes sur une salle classique et ensuite, une heure après, ils sont naturellement plus capables de s'en souvenir. Qu'est-ce que tu entends par salle classique? Une pièce, par exemple. Bah, en L'amphithéâtre fait, de Tech, par exemple. le problème, c'est que justement, il y a pas d'architecture pour définir des modèles de fondation, pour dire: «Ben, tu le mets dans un endroit, il est capable de faire ce qu'il veut». Tu es obligé de le raccrocher à un domaine spécifique et la plus-value, en fait, des world models, c'est de pouvoir ce que les LLM ne font pas actuellement, gérer la physique et la causalité des éléments. C'est-à-dire qu'il y a tout cet aspect physique qu'un LLM ne peut pas gérer, qu'un world model est censé gérer. Les lois physiques qui régissent, nous, la gravité, toutes ces choses comme ça, c'est des lois qu'on a intégrées dans notre apprentissage, qu'un LLM ne connaît pas du tout, qu'on essaye de donner à un world model. Et du coup, les cas d'usage qui sont, réellement faits actuellement, c'est pour créer des environnements de simulation, pour essayer de recréer des lois physiques très spécifiques. Donc on peut prendre l'exemple, en tout cas moi c'est ce que je fais en stage, c'est sur des jeux, essayer de développer des world models qui reproduisent
des jeux eux-mêmes pour pouvoir entraîner des IA à itérer plein de fois sur ce jeu simulé et pouvoir le tester dans le jeu réel, voir comment il s'en sort et quelle est la différence entre le jeu simulé et le jeu réel. C'est l'objectif vraiment de créer des environnements de simulation. Eh ben, merci beaucoup. Euh, C'était une édition vraiment incroyable. Je remercie tous nos intervenants pour avoir participé. Vraiment, vous êtes génial. Vous avez eu que des goats aujourd'hui. J'espère que vous avez bien apprécié. Et, et ben, on se dit du coup à la semaine prochaine. N'oubliez pas que du coup que les épisodes précédents sont disponibles sur Apple Podcast, Spotify et enregistrés sur YouTube. Cet épisode-là, il va arriver d'ici peu sur toutes ces plateformes-là. Et j'espère que vous avez apprécié cette édition spéciale. Et on se retrouve pour du coup la 11e édition la semaine prochaine. Milo, quelque chose à dire? Ouais, merci à tous encore une fois pour les intervenants. Je pense on l'a répété assez. Là, il reste encore Léandre et Emmanuel. Merci à vous deux. Et bien sûr, on passera le merci à Lucas et Reza. Voilà, encore des derniers applaudissements, s'il vous plaît, pour ces personnes qui ont pu donner du temps. Et puis on essayera de refaire ça, je sais pas, peut-être pour la 15e ou la 20e, ou la 20e édition. Avec peut-être des gens extérieurs, des gens qui sont un peu plus connus nationalement. Et merci à tous. Voilà, encore une fois, merci d'être venus. On était vraiment nombreux aujourd'hui. Et donc, c'était vraiment cool. Et voilà. Salut!